Bonsoir à tous, je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau voyage au bout de la nuit. Je vais poursuivre la lecture de la Vénus d'Île et autres nouvelles de Prosper Mérimée. Et je vais notamment poursuivre la lecture de la nouvelle Il Vicolo di Mamma Lucrezia. Donc n'hésitez pas, si vous avez loupé le début de cette nouvelle, vous pouvez la retrouver sur le replay de l'émission. Installez-vous très confortablement, nous allons poursuivre notre lecture. Je m'éloignais plus vite que je pouvais, tout haletant, encore, lorsqu'un homme que je n'avais pas remarqué derrière moi me prit le bras et me demanda avec intérêt si j'étais blessée. À la voix, je reconnus Don Ottavio. Ce n'était pas le moment de lui faire des questions. Quelque surpris que je fusse de le voir seul et dans la rue à cette heure de la nuit. En 2 mots, je lui dis qu'on venait de me tirer un coup de feu de telle fenêtre, que je n'avais aucune contusion. C'est une méprise, s'écria-t-il. Mais j'entends venir du bout du monde. Pouvez-vous marcher? Je serais perdue si on trouvait ensemble. Cependant, je ne vous abandonnerai pas. Il me prit le bras et m'entraîna rapidement. Nous marchâmes, ou plutôt nous courûmes, tant que je pus aller, mais bientôt, force me fut de m'asseoir sur une borne pour reprendre haleine. Heureusement, nous nous trouvions alors, à peu distance, d'une grande maison où l'on donnait un bal. Il y avait quantité de voitures devant la porte. Don Ottavio alla en chercher une et me fit monter dedans et me conduisit à mon hôtel. Un grand verre d'eau que je bus, m'ayant tout à fait remis, je lui racontai en détail tout ce qui m'était arrivé devant cette maison fatale, depuis le présent d'une rose jusqu'à celui d'une balle de plomb. Il m'écoutait, la tête baissée, à moitié cachée dans une de ses mains, lorsque je lui montrai le billet que je venais de recevoir. Il s'en saisit, le lut avec avidité et s'écria encore. « C'est une méprise, une horrible méprise. »« Vous conviendrez, mon cher, lui dis-je, qu'elle est fort désagréable pour moi et pour vous aussi. On manque de me tuer et l'on vous fait 10 ou 12 trous dans votre beau manteau. Tudieu, quel jaloux que vos compatriotes. » Don Ottavio me serrait les mains d'un air désolé et relisait le billet sans me répondre. « Tâchez donc, lui dis-je, de me donner quelques explications de toute cette affaire. Le diable m'emporte si j'y comprends goutte. » Il haussa les épaules. « Au moins, repris-je, que dois-je faire? À qui dois-je m'adresser dans votre ville sainte? Pour avoir justice de ce monsieur qui canarde les passants sans leur demander seulement comment il se nomme. Je vous avoue que je serais charmée de le faire pendre. »« Gardez-vous-en bien, s'écria-t-il. Vous ne connaissez pas ce pays-ci. Ne dites-moi à personne de ce qui vous est arrivé. Ne vous exposeriez beaucoup. »« Comment ça, je m'exposerai? Morbleu, je prétends avoir ma revanche. » Si j'avais offensé le maroufle, je ne dis pas, mais pour avoir ramassé une rose, en conscience, je ne mériterais pas une balle. Laissez-moi faire. Peut-être parviendrai-je à éclaircir ce mystère, mais je vous le demande comme une grâce. Comme une preuve signalée de votre amitié pour moi, ne parlez pas de cela à personne au monde. Me le promettez-vous? Il avait l'air si triste en me suppliant que je n'eus pas le courage de résister et je lui promis tout ce qu'il voulut. Il me remercia avec effusion et après m'avoir appliqué lui-même une compresse d'eau de Cologne sur la poitrine, il me serra la main et me dit adieu. « À propos, lui demandai-je, comme il ouvrit la porte pour sortir, expliquez-moi donc comment vous vous êtes trouvé là, juste à point pour me venir en aide. »« J'ai entendu le coup de fusil, répondit-il. Non sans quelque embarras. Je suis sortie aussitôt, craignant pour vous quelque malheur. Il me quitta précipitamment après m'avoir de nouveau recommandé en secret. Le secret. Le matin, un chirurgien, envoyé sans doute par Don Ottavio, vient me visiter. Il me prescrivit un cataplasme, mais ne fit aucune question sur la cause qui avait mêlé des violettes au lit de mon sein. On est discret à Rome, et j'ai voulu me conformer à l'usage du pays.
Quelques jours se passèrent sans que je puisse causer librement avec Don Ottavio. Il s'était préoccupé encore plus sombre que de coutume et d'ailleurs, il me paraissait chercher à éviter mes questions. Pendant les rares moments que je passais avec lui, il ne me dit pas un mot sur les odes étranges du Vicolo dit Madame Lucrezia. L'époque fixée pour la cérémonie de son ordination approchait et j'attribuais à sa mélancolie et à sa répugnance pour la profession qu'on l'obligeait d'embrasser. Pour moi, je me préparais à quitter Rome pour aller à Florence. Lorsque j'annonçai mon départ à la marquise Aldobrandi, Don Ottavio me pria, sous je ne sais quel prétexte, de monter dans sa chambre. Là, me prenant dans ses deux mains, « Mon cher ami, dit-il, si vous m'accordez la grâce que je vais vous demander, je me brûlerai certainement la cervelle, car je n'ai pas d'autre moyen de sortir de l'embarras. Je suis parfaitement résolue à ne jamais endosser le vilain habit que l'on veut me faire porter. Je veux fuir de ce pays-ci. Ce que j'ai à vous demander, c'est de m'emmener avec vous. Vous me ferez passer pour votre domestique. Il suffira d'un mot ajouté à votre passeport pour faciliter ma fuite. » J'essayai donc d'abord de le détourner de son dessein en lui parlant du chagrin qu'il allait causer à sa mère. Mais, le trouvant inébranlable dans sa résolution, je finis par lui promettre de le prendre avec moi et de faire arranger mon passeport en conséquence. « Ce n'est pas tout, dit-il. Mon départ dépend encore du succès d'une entreprise où je suis engagée. Vous voulez partir après-demain ? Après-demain, j'aurai réussi peut-être, et alors je suis tout à vous. » « Seriez-vous assez fou, lui demandai-je. Non sans inquiétude, pour vous, être fourré dans quelque conspiration ? Non, répondit-il, il s'agit d'intérêts moins graves que le sort de ma patrie. Assez graves, pourtant, pour que du succès de mon entreprise dépendent ma vie et mon bonheur. Je ne puis vous dire davantage maintenant, dans 2 jours, mais vous saurez tout. Je commençais à m'habituer à ce mystère et je me résignai. Il fut convenu que nous partirons à 3 heures du matin et que nous nous arrêterions qu'après avoir gagné le territoire toscan. Persuadé qu'il était inutile de me coucher, devant partir de si bonne heure, j'employai la dernière soirée que je devais passer à Rome à faire des visites dans toutes les maisons où j'avais été reçue. J'allais prendre congé de la marquise et serrer la main de son fils officiellement et pour la forme. Je sentis qu'elle tremblait dans la mienne et il me dit tout bas. En cet instant, ma vie se joue à croix ou à pile. Vous trouverez, en rentrant à votre hôtel, une lettre de moi. Si à 3 heures précises, je ne suis pas auprès de vous, vous ne m'attendez pas. L'altération de ses traits me frappa, mais je l'attribuai à une émotion bien naturelle de sa part, au moment où, pour toujours peut-être, il allait se séparer de sa famille. Vers 1 heure à peu près, je regagnai mon logement. Je voulus repasser encore une fois par le Vicolo di Madama Lucrezia. Quelque chose de blanc pendait à la fenêtre où j'avais vu 2 apparitions si différentes. Je m'approchai avec précaution. C'était une corde à nœuds. Était-ce une invitation d'aller prendre congé de la signora ? Cela en avait tout l'air. Et la tentation était forte. Je n'y cédai point pour autant, me rappelant la promesse faite à Don Ottavio. Et aussi, il faut bien le dire, la réception désagréable que m'avait attirée quelques jours auparavant, une témérité beaucoup moins grande. Je poursuivis mon chemin, mais lentement, désolée de la perdre à la dernière occasion, de pénétrer les mystères de la maison numéro 13, à chaque pas que je faisais, je tournais la tête, m'attendant toujours à voir quelque chose de forme humaine monter ou descendre le long de la corde. Rien ne paraissait. J'atteignis enfin l'extrémité du Vicolo. J'allais entrer dans le corso. « Adieu, Madame Lucrèce », dis-je en ôtant mon chapeau à la maison que j'apercevais encore. « Cherchez, s'il vous plaît, quelque autre que moi pour vous venger du jaloux qui vous tient emprisonné. » 2 heures sonnaient quand je rentrai dans mon hôtel.
La voiture était dans la cour, toute chargée. Un des garçons d'hôtel me remit une lettre. C'était celle de Don Ottavio. Et comme elle me parut longue, je pensais qu'il valait mieux la lire dans ma chambre et je dis au garçon de m'éclairer. « Monsieur, me dit-il, votre domestique, vous nous aviez annoncé celui qui doit voyager avec monsieur. Eh bien, est-il venu ? Non, monsieur, il est à la poste. Il viendra avec ses 2 chevaux. Monsieur, il est venu tout à l'heure une dame qui a demandé à parler au domestique de monsieur. Elle a voulu absolument monter avec monsieur et m'a chargé de dire au domestique de monsieur aussitôt qu'il viendrait que madame Lucrèce était dans votre chambre. » « Dans ma chambre ?» m'écriai-je, en serrant avec force la rampe d'escalier. « Oui, monsieur. Et il paraît qu'elle part aussi, car elle m'a donné un petit paquet. Je l'ai mis sur la vache. » Le cœur me battait fortement. Je ne sais quel mélange de terreur et de terreur superstitieuse et de curiosité s'était emparé de moi. Je montai l'escalier marche à marche. Arrivé au premier étage, je demeurai au second. Le garçon qui me précédait fit un faux pas, et la bougie qu'il tenait à la main tomba et s'éteignit. Il me demanda 1 million d'excuses et descendit pour la rallumer. Cependant, je montais toujours. Déjà, j'avais la main sur la clé de ma chambre. J'hésitais. Quelle nouvelle vision allait s'offrir à moi ? Plus d'une fois dans l'obscurité, l'histoire de la nonne sanglante m'était revenue à la mémoire. Étais-je possédée d'un démon comme Don Alonso ? Il me sembla que le garçon tardait horriblement. J'ouvris ma porte. Grâce au ciel, il y avait de la lumière dans ma chambre à coucher. Je traversai rapidement le petit salon qui l'a précédé. Un coup d'œil suffit pour me prouver qu'il n'y avait personne dans ma chambre à coucher. Mais aussitôt, j'entendis derrière moi les pas légers et le frôlement d'une robe. Je crois que mes cheveux se hissaient sur ma tête et je me retournai brusquement. Une femme vêtue de blanc, la tête couverte d'une mantille noire, s'avançait les bras étendus. « Te voilà donc enfin, mon bien-aimé » s'écria-t-elle en saisissant ma main. La sienne était froide comme la glace et ses traits avaient la pâleur de la mort. Je reculai jusqu'au mur. « Sainte Madone, ce n'est pas lui. »« Ah, monsieur, êtes-vous l'ami de Don Ottavio ?» À ce mot, tout fut expliqué. La jeune femme, malgré sa pâleur, n'avait nullement l'air d'un spectre. Elle baissait les yeux, ce que ne font jamais les revenants, et tenait ses 2 mains croisées à hauteur de sa ceinture, attitude modeste, qui me fit croire que mon ami Don Ottavio n'était pas un aussi grand politique que je me l'étais figuré. Bref, il était grand temps d'enlever Lucrèce, et malheureusement, le rôle de confident était le seul qui me fut destiné dans cette aventure. Un moment après arriva Don Ottavio déguisé. Les chevaux vinrent et nous partîmes. Lucrèce n'avait pas de passeport, mais une femme, et une si jolie femme, n'inspire guère de soupçons. Un gendarme, cependant, fit le difficile. Je lui dis qu'il était un brave et qu'assurément il avait servi sous Napoléon. Il en convint, je lui fis présent d'un portail de ce grand homme en or. Je lui dis que mon habitude était de voyager avec une amica pour me tenir compagnie et que, attendu que j'en changeais fort souvent, je croyais inutile de les faire mettre sur mon passeport. Celle-ci, ajoutai-je, me mène à la ville prochaine. On m'a dit que j'en trouverais là d'autres qui la vaudraient. Vous auriez tort d'en changer, me dit le gendarme, en fermant respectueusement la portière. S'il faut tout vous dire, madame, ce traître de Don Ottavio avait fait la connaissance de cette aimable personne, sœur d'un certain Vanozzi. Riche cultivateur, mal noté, comme un peu libéral et très contrebandier. Don Ottavio savait bien que, quand même, sa famille ne l'eût pas destiné à l'Église. Elle n'aurait jamais consenti à lui laisser épouser une fille d'une condition si fort au-dessus de la sienne. Amour est inventif. L'élève de l'abbé Negroni parvint à établir une correspondance secrète avec sa bien-aimée. Toutes les nuits, il s'échappait du palais Aldobrandi, et comme il eût été peu sûr d'escalader la maison Vanozzi,
les deux amants se donnaient rendez-vous dans celle de Madame Lucrèce, dont la mauvaise réputation les protégeait. Une petite porte cachée par un figuier mettait les deux jardins en communication. Jeunes et amoureux, Lucrèce et Ottavio, ne se plaignaient pas de l'insuffisance de leur ameublement qui se réduisait, je crois, l'avoir dit, à un vieux fauteuil de cuir. Un soir, attendant Don Ottavio, Lucrèce me prit pour lui et me fit un cadeau que j'ai rapporté en son lieu. Il était vrai qu'il était quelques ressemblances de taille et de tournure entre Don Ottavio et moi. Et quelques médisants qui avaient connu mon père à Rome prétendaient qu'il avait des raisons pour cela. Avant que le maudit frère découvrît l'intrigue, mais ces menaces ne purent obliger Lucrèce à révéler le nom de son séducteur. On sait quelle fut sa vengeance et comment je pensais payer pour tous. Il est inutile de vous dire comment les deux amants, chacun de son côté, prirent la clé des champs. Conclusion. Nous arrivâmes tous les trois à Florence. Don Ottavio épousa Lucrèce et partit aussitôt avec elle pour Paris. Mon père lui fit le même accueil que j'avais reçu de la marquise. Il se chargea de négocier sa réconciliation et il y parvint non sans quelque peine. Le marquis Aldobrandi regagna fort à propos la fièvre des marames dont il mourut. Ottavio a hérité de son titre et de sa fortune et je suis le parrain de son premier enfant. Voilà, c'était la fin donc de cette nouvelle. Je vais vous lire la nouvelle qui suit, qui s'appelle « La perle de Tolède ». Qui me dira si le soleil est plus beau à son lever qu'à son coucher? Qui me dira que l'olivier ou l'amandier, lequel est le plus beau des arbres? Qui me dira qui du Valencien ou de l'Andalou est le plus brave? Qui me dira quelle est la plus belle des femmes? Je vous dirai quelle est la plus belle des femmes. C'est Aurore de Vargas, la perle de Tolède. Le noir Tunzani a demandé sa lance, il a demandé son bouclier, sa lance. Il l'a teint de la main droite, son bouclier pend à son cou. Il descend dans son écurie et considère ses 40 juments, l'une après l'autre. Il dit « Berja est la plus vigoureuse. Sur sa large croupe, j'emporterai la perle de Tolède. Ou par Allah, Cordoue ne me reverra jamais. » Il part, il chevauche, il arrive à Tolède et il rencontre un vieillard près du Zucatin. Vieillard à la barbe blanche, porte cette lettre à Don Gunther, à Don Gunther de Saldana. S'il est un homme, il viendra combattre contre moi après la fontaine d'Almami. La perle de Tolède doit appartenir à l'un de nous. Le vieillard a pris la lettre, il l'a prise, il l'a portée au comte de Saldana, comme il joue aux échecs avec la perle de Tolède. Le comte a lu la lettre, il a lu le cartel. De sa main, il a frappé la table si fort que toutes les pièces en sont tombées. Et il se lève et demande à sa lance et à son bon cheval, et la perle s'est levée aussi toute tremblante, car elle a compris qu'il allait à un duel. Seigneur Don Gunther de Saldana, restez, je vous prie, et jouez encore avec moi. Je ne jouerai pas davantage aux échecs. Je veux jouer au jeu des lances à la fontaine d'Almami. Et les pleurs d'Aurore ne purent l'arrêter, car rien n'arrête un cavalier qui se rend à un duel. Alors, la perle de Tolède a pris son manteau est monté sur sa mule et s'en est allé à la fontaine d'Almami. Autour de la fontaine, le gazon est rouge, rouge aussi l'eau de la fontaine, mais ce n'est point le sang d'un chrétien qui rougit le gazon, qui rougit l'eau de la fontaine. Le noir Touzani est couché sur le dos. La lance de Don Gunther s'est brisée dans sa poitrine. Tout son sang se perd peu à peu. Sa jument, Berja, le regarde en pleurant, car elle ne peut guérir la blessure de son maître. La perle descend de sa mule. Cavalier, ayez bon courage.
Vous vivez encore pour épouser une belle mauresque. Ma main sait guérir les blessures que fait mon chevalier. Ô perle si blanche, ô perle si belle, arrache de mon sein ce tronçon de lance qui le déchire. Le froid de la scie me glace et me transite. Elle s'est approchée sans défiance. Mais il a ranimé ses forces et du tranchant de son sable, et il balafre ce si beau visage. Et voilà, c'était tout pour cette petite nouvelle. Je vous souhaite une très bonne journée et je souhaite une très bonne nuit à ceux qui se couchent et je vous dis à très vite.